Alors j'ai le malheur de présider une table ronde qui représente la seule chose qui vous empêche d'aller déjeuner. Donc c'est difficile comme rôle et nous avons pris beaucoup de retard. Je vais essayer d'accélérer. Juste pour que vous compreniez avec qui vous avez affaire, donc j'ai l'honneur de présider le Global Development Network, qui est une organisation internationale qui a été créée en 1999 par la Banque mondiale, par Joe Stiglitz, et qui au cours des 25 dernières années a financé 4000 projets de recherche et chercheurs dans les pays du Sud. Nous sommes un peu la voix des chercheurs en sciences sociales dans les pays du Sud. Mais aujourd'hui, ah oui, et j'espère un jour réussir à convaincre les autorités ivoiriennes d'ailleurs à devenir un pays membre du GDN. Voilà, donc appel aux autorités ivoiriennes. Je ne suis pas là avec ma casquette GDN, je suis ici avec ma casquette de petit chercheur, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 33 années de ma vie. J'étais professeur universitaire au Canada, en France et en Suisse. Le but de cette session, en fait, c'est de réfléchir collectivement aux mesures de l'impact et comment on peut mesurer l'impact et qu'est-ce qui constitue vraiment une mesure de l'impact. Je vais avoir besoin du clicker bientôt, si possible, sur la table. Voilà. Et si je peux juste exprimer, à titre personnel aussi, une petite critique à l'envers du maître de cérémonie, c'est qu'il m'a fait très mal quand il a parlé de la canne, parce que je suis canadien de nationalité, mais je suis né à Eboloa, au Cameroun, et ça fait très très mal quand on évoque cela. Mais félicitations quand même à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en tant qu'universitaire, je vais me permettre aussi d'être cynique. C'est un peu le job, et de m'adresser surtout aussi aux étudiants qui sont à l'arrière de la salle, parce que ce que je vais présenter, en espérant que ça s'allume, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient du monde académique. Et donc, je vais vous dire tout de suite, comme ça, vous pouvez partir tout de suite. Il y a un mot que je veux, surtout que les étudiants et les jeunes chercheurs retiennent de cette table ronde, mis à part évidemment toutes les présentations et les témoignages qui vont être passionnants. Je souligne que nous avons la parité sur scène, ce qui est très très bien. Pardon ? Oui, c'est pas mal, hein ? Ça ne l'est pas. Ça va arriver. Voilà. Et donc, oui, je vais être cynique. Et il y a un mot que je veux que vous reteniez. Un mot. Et c'est le mot contrefactuel. Okay ? S'il y a un mot que vous retenez de cette table ronde, c'est contrefactuel. S'il n'y a pas de contrefactuel, on peut mesurer quelque chose, on peut témoigner de quelque chose, et ça ne veut pas dire que c'est mauvais de témoigner, ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'expliquer ce qu'on a fait. Mais pour attribuer un impact, il faut un contrefactuel. D'accord ? Un contrefactuel, c'est la comparaison. Avec quoi est-ce qu'on compare ? Et si on n'a pas ça, on ne peut pas attribuer quoi que ce soit. Voilà, je pense que ça va arriver. En plein écran, CTRL L, s'il vous plaît. Non, juste CTRL L. Voilà, voilà, c'est parfait. Ok. Donc ça, c'est, vous voyez, je l'ai mis en, et je ne vais pas rentrer dans des discours philosophiques. Il y a tout sur effective altruism, hein, l'altruisme effectif. Il y a plein de discours. Est-ce que c'est du ESG, est-ce que c'est du effective altruism, etc. Ça, c'est stérile. En tout cas, pour ce qui concerne, c'est très intéressant, mais c'est stérile pour ce qui concerne cette table ronde. Et si vous n'avez pas de comparaison, pas de mesure d'impact. Alors, juste faisons une expérience mentale ensemble. Avant-après, est-ce que ça marche ? Alors, je vais vous donner un exemple. Vous investissez dans une série d'entreprises, vous êtes un investisseur d'impact, et ensuite, l'emploi dans ces entreprises pendant les 2 années successives baisse. Donc, qu'est-ce que vous allez dire ? Oui, mais ça veut dire, si vous regardez l'avant-après, vous allez dire, ben, vous avez tué des emplois dans ces entreprises. Non, il y a d'autres facteurs. Ben voilà, merci beaucoup. C'est exactement ça, il y a d'autres facteurs. Donc, ça, c'est un exemple réel que je vous donne. Juste parce que quelque chose se détériore après par rapport à avant, ça ne veut pas dire que l'effet a été négatif, parce qu'il faut un contrefactuel.
Il faut comparer ça avec les entreprises qui n'ont pas reçu ce support. Il se peut que les conditions tout simplement économiques dans le pays étaient très mauvaises. Il y a eu une baisse d'emploi dans tous les secteurs. Et donc, en fait, dans les entreprises qui ont été appuyées par l'investisseur d'impact, que la baisse a été moins forte. Ça a quand même été une baisse. Donc, si vous faites juste de l'avant-après, vous répondez incorrectement à la question. Il se peut que l'impact était très positif parce que la baisse a été moins forte. D'accord? C'est ça que je veux dire par avant, après, ça ne marche pas. Il faut le contrefactuel. Il faut, dans la terminologie que nous utilisons en évaluation d'impact, en général, dans le monde académique, et ça va de la médecine aux sciences sociales. D'accord? Et ça je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des méthodes statistiques qui sont établies depuis plus d'un siècle. Okay? Et ceux d'entre vous... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation d'impact? Alors, laissez-moi vous choquer avec ça. Ça, c'est quoi, ça? Surtout pour les étudiants qui ont les yeux qui peuvent voir. Ça, c'est le protocole expérimental pour le vaccin Covid de Pfizer. Comment est-ce qu'on mesure l'impact d'un vaccin? Qu'est-ce qu'on fait? À part ça, mais ça très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une expérience, n'est-ce pas? Hein? On a des gens qui sont traités avec le vaccin et d'autres personnes qui reçoivent du sérum Phi. Vous êtes d'accord? Ok? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on examine ex post facto? On examine la différence dans l'outcome, dans le résultat. D'accord? Vous connaissez, vous savez ce que c'est un contrefactuel. Tous ici, toutes et tous, vous savez ce que c'est. Il faut comparer deux choses. Ici, on compare dans une étude randomisée, qui peut être en double aveugle. En sciences sociales, c'est très difficile de faire en double aveugle. Il y a tout un monde de l'évaluation d'impact en sciences sociales qui, ces jours-ci, la grande prêtresse de ça, c'est Esther Duflo, que j'aime pas beaucoup, mais elle a quand même reçu un prix Nobel en économie, okay, pour la randomisation en sciences sociales. En tout cas, ça, c'est un exemple d'une mesure d'impact. D'accord? Ça, c'est tiré du rapport d'Alberg d'IEP. Excellent, je vous suggère d'aller le voir. Est-ce que ça, ce sont des mesures d'impact? C'est une question, hein, je suis universitaire. Oh, les petits à l'arrière. Ça, c'est une description de ce qui a été fait. Et c'est super utile, il faut le faire. C'est admirable. Hein, je veux dire, toutes les compagnies, 221 compagnies bénéficiaires, celles qui sont... C'est formidable. Mais ce n'est pas une mesure d'impact. Parce qu'il n'y a pas de contrefactuel. C'est pas une critique. Il faut dire ce qu'on fait. Il faut dire ce qu'on fait. Mais ça ne mesure pas l'impact dans le sens où c'est compris par toute la communauté scientifique internationale. Je répète, en allant des sciences médicales, des sciences de la vie, jusqu'aux sciences sociales. Pour se rapprocher un tout petit peu plus de ça, prenons un truc de Jean, très simple, c'est en agriculture, voilà. Et ça, c'était sur les Sustainable Land Practices. Donc, je suis canadien, mais parfois, j'arrive pas, je passe de l'anglais au français sans le savoir vraiment. Donc, c'est tout ce qui est soutenable comme pratique en agriculture. Et donc là, on a comparé des fonds qui imposés en quelque sorte, qui étaient associés avec des pratiques soutenables, avec des fonds qui ne l'avaient pas. Et on a remarqué que de façon significative, ça touchait beaucoup moins d'agriculteurs. Quelle surprise! Ça, c'est un impact négatif. On touche beaucoup moins d'agriculteurs parce que c'est coûteux de faire des trucs soutenables. Par contre, ce qu'on a remarqué, et là aussi il y avait une comparaison, c'est que pour les agriculteurs, et ça, Sébastien en parlait tout à l'heure, quand il y a de l'accompagnement, c'est quelque chose qu'IEP fait beaucoup, c'est l'accompagnement, c'est l'assistance technique, en quelque sorte. Mais là, par contre, il y a un effet, il s'avère, un effet, ici, très important. Donc, en fait, on touche beaucoup plus d'agriculteurs en faisant de l'accompagnement technique plus l'investissement, tout court. Quand on a l'accompagnement technique, on touche beaucoup plus d'investisseurs, d'accord? D'agriculteurs, excusez-moi. Et donc, en fait, ça aussi, c'est une comparaison. À toute petite échelle, c'est une comparaison. Il y a plein de façons de mesurer, je vous donne un exemple non africain, ça dépend de... Il y a toutes sortes de données qui sont là, qui vous permettent de voir, en fait, les métriques sur lesquelles peuvent agir les investissements d'impact.
Ça, c'est une métrique très simple, les données, de données administratives. Ça, c'est les localisations d'une chaîne de pharmacie en Inde et par rapport à la mortalité infanto-juvénile. D'accord? Donc, si vous voulez avoir de l'impact, qu'est-ce que vous pensez a priori, hein? Ce n'est pas une étude d'impact, ça. Hein, c'est un constat. D'accord? C'est un constat. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup plus de pharmacies, là, dans le nord, dans les États du nord de l'Inde, où la mortalité infanto-juvénile est beaucoup plus élevée. Donc, a priori, on s'attendrait à de l'impact, mais ce n'est pas une étude d'impact. Mais c'est pour vous dire que ces données existent. Pour la Côte d'Ivoire, ça existe. On prend vraiment l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a des données de ménages en Côte d'Ivoire qui sont les meilleures en Afrique et qui remontent au milieu des années 80, les LSMS. Un autre exemple, ça c'est pour l'Ouganda. Donc ça aussi, ça c'est une carte d'insuffisance alimentaire en Ouganda. Et puis une compagnie qui fait des poulets. C'était un projet sur lequel je travaillais avec des collègues suisses. Et là aussi, vous voyez que là, en fait, ben, la compagnie qui fait les poulets est dans les zones où il y a moins de faim. D'accord? Dans les zones où il y a beaucoup plus de sous-alimentation, la compagnie n'est pas en train d'intervenir dans ces zones. D'accord? Donc là, on se dit, ben, peut-être, encore une fois, ce n'est pas une évaluation d'impact, ce n'est pas une mesure de l'impact, mais on commence à aller vers les besoins locaux. Est-ce que ça remplit des besoins locaux? Et finalement, moi, ma mesure préférée, je travaille beaucoup là-dessus, ça, ce sont vos cousins tunisiens, c'est la luminosité nocturne. La luminosité nocturne, c'est gratos. Vous pouvez le télécharger sur le site de la NASA. Ça prend un gros disque dur. Hein. Pour les étudiants, vous avez besoin de terabits et terabits de disque dur. La résolution, c'est 500 mètres par 500 mètres. Et la luminosité nocturne, maintenant, il y a 15 ans de travaux là-dessus en économie, c'est fortement associé avec l'activité économique. Donc la luminosité nocturne, quand il y a de la lumière, il y a de l'activité économique. Pour les statisticiens dans la salle, le R carré est d'à peu près 0,8. Okay, donc, avec le PIB ou toute mesure. Et donc, voilà. Et on peut utiliser ça pour suivre. S'il y avait un papier que je vous suggérerais de lire, okay, un papier, okay, et là je reviens sur le principe qui a été énoncé par Citraka Rabari tout au début. Là, on va faire, et je vais boucler là et passer la parole aux gens qui sont beaucoup plus compétents que moi sur ce sujet. Que font différemment les investisseurs d'impact? D'accord? Et donc ça, c'est un papier, il y a une version de janvier 2024 de ce papier. Ça, c'est celui de novembre, mais de l'année dernière. Voici les conclusions. Donc, c'est un échantillon de 204 000 fonds d'impact. IEP est dedans, j'ai vérifié dans les données, dont 452, me semble-t-il, dans les pays en développement. Évidemment, et ce n'est pas seulement des fonds d'impact, hein, c'est 204 000 fonds, dont un certain nombre qui sont d'impact. Alors, ça, c'est les résultats pour tout l'échantillon. Ce que l'on voit par rapport aux investisseurs classiques, aux fonds classiques, non impact, et je ne vais pas rentrer dans la définition, elle est très proche de la définition que Florian et Citraka ont utilisée. D'accord? Donc, pour sauver du temps, je ne vais pas rentrer. Donc, elles sont beaucoup plus présentes, les fonds d'impact, leurs investissements sont beaucoup plus présents dans les zones défavorisées. Ça, c'est dans les pays en développement en termes de PIB par tête et aux États-Unis en termes de pauvreté. Elles sont beaucoup plus dans des industries naissantes. Elles ont une tolérance risque beaucoup plus élevée. Ça, c'est en moyenne, hein, au niveau global, selon cette base de données de 204 000 fonds. Par contre, parlant d'additionnalité, il n'y a aucun effet statistiquement significatif en termes d'additionnalité. D'accord? Donc, quand on fait en fait, le contrefactuel pour les fonds qui sont à vocation impact par rapport, et la comparaison c'est avec des fonds qui ne sont pas à vocation d'impact, il n'y a pour le moment, okay, et c'est le meilleur papier que je connaisse sur le sujet, il n'y a pour le moment aucune évidence d'additionnalité, ce qui était le point qui était soulevé par Citraka et par Florian, pardon. J'ai un pote qui s'appelle Florent, c'est pour ça que je t'appelle Florent, tout en début. Donc, résultat des courses, si vous voulez mesurer l'impact, contrefactuel, 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 et rendez-vous au prochain épisode où, espérons-le, nous aurons réussi à merger nos données avec ces bases internationales afin de regarder pour le cas spécifique africain que donne le contrefactuel. Maintenant, je passe tout de suite
au panel. Et donc, nous avons, je vais passer d'abord, je vais faire de la parité, je vais faire passer un monsieur avant les dames. C'est parce qu'il doit partir. Donc, on commence avec René Méguela, qui est chef de la composante, donc la promotion des PME au GIZ. Merci d'être là. Ensuite, nous avons Myriam, qui fait des choses remarquables. Si vous avez fait vos devoirs et que vous êtes allé regarder son site web, c'est incroyable ce qu'elle fait. Donc ça va être côté témoignage. Ensuite, on a Désiré, okay, qui aussi fait des choses. Alors, le problème avec les deux dames au milieu ici, c'est qu'elles ont beaucoup de casquettes différentes. Donc je vais aussi les laisser se présenter elles-mêmes pour dire peut-être quelques mots sur les autres casquettes qu'elles portent. Et ensuite, nous avons Eric Kakou, last but not least. Eric Kakou, un des fondateurs de ESP Partenaires. Voilà, qui est vraiment dans le jus. René, vous avez la parole. Je sais que ça va être très court, mais allez-y. Allô ? Je pensais en fait que vous allez poser une question. Mais comme vous ne la posez pas, je reviens à ce que vous avez dit. Je trouve ça très bien, un peu académique. Très important de faire les exercices académiques dans la gestion, dans l'évaluation d'impact. Mais est-ce que ça change la vie des gens qui ont posé les questions? Et c'est un peu là où nous, on se pose toujours la question et on revient à la base. Il y a, encore une fois, chaque projet que nous, on mène en tant que GIZ et qu'on mène dans l'appui aux PME, dans la formation emploi, dans l'appui aux investissements, etc., on définit au début ce qu'on va mesurer à la fin, ce qui est important pour nous, ce qui va changer la vie des gens, ce qui va changer l'environnement, l'écosystème. D'accord ? Et c'est très bien de le faire, il faut le faire, on est obligé de le faire, mais la vérité, elle est au-delà. Et c'est cette vérité qualitative qu'il faut chercher et que je ne vois pas souvent qu'on cherche. Parce que là, on ne travaille pas sur des mesures de choses concrètes à la fin. Même si dans les rapports et dans la partie académique, scientifique, il faut des effets concrets et une réflexion qui revient à quelque chose qui est mesurable. À la fin, c'est des processus, c'est des vies des gens. Et c'est des vies des gens de le réduire à des mesures, à des petits KPIs. Moi, personnellement, j'ai du mal avec ça. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est extrêmement important. Il faut le faire, mais il faut mener la discussion et la réflexion beaucoup plus au-delà et voir comment ça impacte les gens. Parce que les questions qui étaient posées à la fin du dernier panel, c'est oui, où est-ce qu'on peut trouver des financements? On n'appuie pas. Il y a énormément d'appui. Il faut les chercher. Et à la fin, ce n'est pas forcément une question de financement. Le financement, il est là. Mais est-ce que les entrepreneurs qu'on peut accompagner ont la maturité d'absorber ce financement? Et c'est tellement basique parfois que vous êtes dans la due diligence, vous prenez des rendez-vous avec eux, et ils ne les honorent pas, nous. Hein? Ils ne vous envoient pas vous n'arrivez pas à avoir des informations concrètes sur l'entreprise pour pouvoir créer la confiance avec ces gens. Parce que l'investissement, en général, l'investissement d'impact encore plus, est basé sur la confiance. Donc comment allez-vous mesurer la confiance? La confiance s'établit au fur et à mesure des discussions, d'échanges des informations concrètes, mais aussi d'accompagnement des entrepreneurs. Et c'est un peu là où est la beauté de fonds d'investissement d'impact, qu'ils
puisse accompagner beaucoup plus leurs investissements avec assistance technique et avec une certaine chaleur humaine pour faire progresser ces entreprises, ces petites entreprises, ces moyennes entreprises. D'accord ? Il faudrait peut-être encore les lier à des business angels, à des gens qui ont intérêt à accompagner certaines entreprises avec pas seulement l'argent, mais aussi leurs conseils, leur réseau et tout ce qu'elles peuvent donner pour leur développement. Parce qu'avec ça, on peut changer le monde, on peut changer les entreprises, on peut changer l'écosystème. Ce n'est pas un fonds d'investissement, ce n'est pas un système de fonds d'investissement, c'est toutes les mesures qu'on peut employer dans les marchés qui vont petit à petit changer le système et le mesurer en impact. Merci René. Myriam. Donc je me présente, je suis docteur en médecine, je suis docteur Kadio Morocco, Myriam. Je suis biologiste et je suis directrice générale de la clinique Procréa. Et la clinique Procréa est une clinique qui existe depuis 15 ans maintenant et qui est axée sur le projet parental. Donc en fait, pour faire très simple, on aide des couples ivoiriens, mais pas que, à faire aboutir un projet parental. Et on a été soutenu, on a commencé, comme je disais, depuis 15 ans. On a aujourd'hui plus de 1500 bébés qui sont nés sur le territoire ivoirien. Et on a été soutenu par Investissement et Partenaires lorsque notre croissance a été importante. Ils nous ont accompagnés à nous structurer, à avoir... Bon, ça a été très dur, c'est toujours très difficile, mais finalement, la gouvernance qu'ils nous ont apportée a permis d'améliorer considérablement notre secteur d'activité. Et aujourd'hui, bon, je pense que je peux le dire, on est leader en matière de fertilité, d'infertilité, dans la prise en charge de l'infertilité en Côte d'Ivoire. Je pense que ça, c'est quand même aussi l'apport de ce fonds à impact, parce que je pense qu'ils sont allés sur le fait que l'infertilité, la recherche de parentalité en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire était assez important. Donc s'il y a une société structurée qui veut se lancer dans ça, pourquoi ne pas les accompagner? Je pense que c'est l'impact que nous, en tout cas, on voit à travers cet accompagnement d'investissement et de IEP. Désiré. Oui, c'est bon, monsieur contrefactuel. Vous avez parlé de plusieurs casquettes, donc je suis chef d'entreprise, je suis Désiré Porquet-Foucret, mais je suis ici au titre du Women Investment Club, donc je dis avec fierté, nous sommes un club d'investissement à impact. Et je suis d'autant plus fière de dire que nous sommes un club d'investissement à impact parce que lorsque nous regardons les critères sur lesquels nous nous basons pour définir que nous sommes un fonds à impact, je pense que nous remplissons la majorité de ces critères. D'abord, l'intentionnalité. Le Women Investment Club, qu'est-ce que c'est? Ce sont des femmes ivoiriennes et sénégalaises qui se sont dit, au lieu de rester dans nos salons et de complaindre à propos du fait que les entreprises des femmes ne sont pas financées, parce que ce sont des plaintes que nous entendons hein, dans tous ces séminaires, c'est pas financé. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre notre argent, on va prendre notre propre argent. Donc nous sommes d'abord un club d'investisseurs privés qui avons décidé qu'ensemble, nous pouvons aller plus loin. Et donc cet argent, nous le mettons ensemble, nous l'investissons en bourse, par exemple, et cet argent va servir à attirer d'autres fonds, ceux qui ont vraiment de l'argent. Là, on laisse notre petit argent qu'on a mis ensemble et on va chercher ceux qui ont vraiment de l'argent, donc les partenaires au développement, on va chercher les DFI dont on a parlé. Et on construit ensemble ce projet. Tout à l'heure, Sébastien en a parlé, d'autres investisseurs en ont parlé, en disant qu'il faut co-construire. Et l'idée, c'est de co-construire. Nous allons pouvoir identifier, nous, les entreprises sur lesquelles nous allons vouloir avoir de l'impact. Et ces grands fonds qui sont spécialistes et qui ont bien plus d'argent que nous vont nous aider.
Alors l'intentionnalité, c'est laquelle? Nous ciblons des femmes, donc des entreprises qui vont être majoritairement détenues par des femmes ou dirigées par des femmes, en se posant la question de savoir quel va être l'impact une fois que nous avons investi dans ces entreprises. Donc on va aller sur le contrefactuel. Où elles étaient avant, où elles seront demain? Est-ce qu'elles vont créer de l'emploi? Est-ce qu'elles vont agir positivement sur leur environnement? Est-ce qu'elles vont être des exemples aussi de développement? Est-ce qu'elles vont tirer la croissance dans leur environnement? Et sur la base de ces critères, on a un comité d'investissement, bien sûr. Par exemple, dans le WIC, moi je fais partie également de la cellule financement. Donc nous identifions les entreprises à travers les portefeuilles que nous allons chercher. Et une fois que nous sommes posés ces questions, on va dire oui, ces entreprises-là sont éligibles à l'investissement. Nous avons également, donc on a parlé d'intentionnalité. L'additionnalité, nous l'avons. Qu'est-ce qu'elle est, l'additionnalité, dans notre cas? Nous sommes tous chefs d'entreprise, banquiers, financiers, etc. Et donc nous sommes forts de l'expérience, nous sommes fortes, parce que nous sommes des femmes, fortes de l'expérience que nous avons acquise dans la gestion de nos entreprises. Et cela va nous permettre d'avoir une analyse qui va aller plus loin qu'une due diligence. Et pour avoir reçu, moi, des partenaires, je sais que la due diligence, ce n'est pas suffisant. La due diligence, on regarde des chiffres, on regarde un bilan, mais il faut aller sur le terrain, il faut parler avec la personne, il faut savoir si le chef d'entreprise vient à l'heure pendant les rendez-vous, il faut savoir si, quand elle promet d'envoyer le reporting, elle le fait. Et ça, ce ne sont que des membres qui ont le temps, qui ont la foi, qui ont la passion, qui peuvent prendre le temps de le faire. Et c'est pour ça que nous avons cette additionnalité. Parce que nous apportons notre propre expérience, nous encadrons les entreprises dans lesquelles nous allons prendre des participations et nous les encadrons à travers le mentorat que nous faisons. Nous sommes mentors de quelques entreprises, de quelques chefs d'entreprise, mais également en étant au board. Nous devenons des board members de ces entreprises et ça nous permet d'exercer une certaine surveillance, peut-être une certaine pression, mais ça va avec l'argent qu'on a mis, et de s'assurer que les objectifs que nous visons seront atteints. Et donc, on rentre également dans ces critères d'impact qui sont qu'on doit faire de la profitabilité, parce que c'est le but, parce que c'est cette profitabilité qui nous permet de créer de l'emploi, de maintenir de l'emploi, d'assurer la pérennité. Et donc, nous sommes à la recherche de fonds, à la recherche de membres, bien sûr, pour le Women Investment Club, mais à la recherche de fonds également pour avoir encore plus d'impact. Et cette additionnalité, il faut également que j'en parle, nous la prenons à travers la WIC Academy, qui est notre institut de formation, à travers lequel nous faisons passer des chefs d'entreprise qui ne sont pas nécessairement matures à date pour l'investissement. Et là, on en revient à l'inadéquation qu'on peut avoir entre des fonds disponibles et des demandeurs. On va les faire passer par cette académie où on va parler d'investissement, on va les préparer psychologiquement. Le panéliste précédent a dit que c'est dur d'avoir quelqu'un dans son capital, c'est dur d'avoir quelqu'un qui dit fais ceci, n'investis pas dans cela, tu te crois un génie, mais oui, mais nous, on te dit de faire ça. Donc on va les préparer. On va leur donner des outils financiers, on va les accompagner. Et donc, clairement, nous sommes dans cette définition de fonds d'impact et nous espérons demain, grâce au Women Investment Club, et pour repartir sur le fait d'être très contrefactuel, nous espérons demain pouvoir dire, en Côte d'Ivoire, il y avait, ou au Sénégal, ou demain dans d'autres pays, il y avait 50, 100 entreprises détenues par des femmes qui réalisaient des chiffres d'affaires moyens de tel niveau, qui avaient tel niveau d'employés, qui étaient peut-être seulement à Dakar, à Abidjan ou à Yamoussoukro, et qui demain ont plus employés, ont une meilleure rentabilité, sont dans la pérennité, ont créé d'autres emplois, ont créé des modèles exportables et ont des chefs d'entreprise qui sont outillés et qui ont la vision demain de renvoyer aussi l'ascenseur et de contribuer à ce que l'écosystème perdure et soit plus fort par des femmes. Merci. Si je peux juste intervenir 30 secondes, juste une trois petites remarques. Le problème du monde réel, évidemment, on est tous des idéalistes du développement ici, sinon on ne serait pas dans cette salle. Hein, et personne n'est contre la maternité. Ça, je pense qu'on est tous d'accord généralement. Le problème, c'est que dans le monde réel, pour vendre vos choses, il faut mesurer. Si vous ne mesurez pas, vous ne vendez pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, René, hein, mais c'est tout simplement... Parfois, il n'y a probablement pas de contrefactuel. Vous êtes unique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes unique, non? Donc, peut-être dans le cas de Procréa, en tout cas de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu lire, vous êtes unique. Donc, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est juste, basta. Voilà, c'est tout. Intentionnalité et additivité. Vous avez fait un bon argument pour l'additivité. L'intentionnalité, moi, j'y crois pas beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme disait ma grand-mère, mes deux grands-mères, la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Hein, donc l'intentionnalité, merci beaucoup, mais c'est un peu facile.
par rapport à ça. Pour autant, il n'empêche que nous gardons nos cibles et que nous sommes réellement dans cette intentionnalité. Mais je vous donne rendez-vous dans 3 ans, dans 5 ans, et puis nous pourrons mesurer l'impact et faire le contrefactuel. Il faudra suivre le contrefactuel. Entre-temps, pendant ces 3 ans. On est là pour apprendre à avoir les problème. mesures, les critères de mesure. Nous sommes là pour ça. Désolé, allez-y. Alors, moi qui pensais qu'on était ici pour parler du paradis. Donc, mon nom est Eric Kakou, je suis ivoirien entrepreneur, fondateur de Entrepreneur Solutions Partners. Cette année, on accompagne plusieurs centaines d'entreprises d'environ 23 pays sur le continent africain. Alors, je vais commencer par dire que en Afrique, on dit souvent que ça prend un village en fait pour élever un enfant. Et je ne veux pas être infantilisant, mais je pense qu'une PME qui se développe a besoin d'une combinaison très très unique de différentes expertises. Donc, je pense qu'on met très très souvent l'accent sur le financement. Mon expérience est que le financement sans l'assistance technique, en fait, ne sert pas à grand-chose. Donc, du coup, à ESP, on s'est vraiment concentré sur la problématique d'assistance technique parce qu'on sait que c'est vraiment le parent pauvre et c'est vraiment la chose qui manque le plus aux entrepreneurs. Premier point. Deuxième point, j'aimerais remercier, en fait, l'Université internationale de Côte d'Ivoire et le FERDI pour cet événement. Je pense que Jean-Louis a dit quelque chose d'extrêmement important. En l'absence de recherche, c'est difficile de lever du financement. Donc, j'ai eu l'opportunité d'étudier en fait dans une université qui est spécialisée dans le domaine de la finance. J'étais à Singapour il y a quelques années pour un événement d'anciens où aujourd'hui tout le monde cherche à investir dans l'investissement d'impact. OK? Mais la majorité de mes collègues ne sont pas orientés développement. Donc, Jean-Louis, tu disais que dans la salle, on est des personnes intéressées par le développement. Ce qui les intéresse, eux, c'est de pouvoir justifier à leurs investisseurs ce qu'ils ont fait avec l'argent. Donc ça passe par les données et je pense que ce genre d'initiatives-là sont vraiment essentielles. Bon, après avoir dit ces deux choses, je vais fâcher un peu les organisateurs. Pour moi, quand je pense à la mesure d'impact dans le cadre de l'investissement d'impact, ça me rappelle une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui est allé enterrer sa vie de célibataire, qui le matin en fait est assez imbibé et qui arrive à côté de sa voiture qui recherche les clés. Bon. Donc les personnes qui suivaient la personne se sont rendues compte qu'elle a perdu ses clés là où il y a l'obscurité. Malheureusement, elle cherche les clés là où il y a de la lumière. Je pense que dans la majorité des cas, on est dans des situations où les modèles qu'on essaie d'appliquer, qu'on essaie de forcer sur la situation ne correspondent juste pas. Alors, quand je dis ça, je vais vous donner peut-être quelques données dans le contexte de la Côte d'Ivoire. On a une initiative qui s'appelle la Finance Engage, qu'on met en œuvre ESP avec le patronat ivoirien, spécifiquement la commission de financement des entreprises dont Désirée est l'une des membres éminentes. Elle est d'ailleurs présidente du comité scientifique de la Finance Engage. Et donc, dans ce cadre, on collecte des données. On vient de collecter des données sur 3000 entreprises à travers l'ensemble du pays. Qu'est-ce qu'on a vu? Les besoins de financement des PME ont été multipliés par 3 sur les 8 dernières années, première chose. Deuxième chose, 55% de ces besoins-là, c'est pour des investissements CAPEX, donc investissements dans le matériel de production, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le genre de choses que des fonds d'investissement pourraient faire. Okay? Dans les 10 000 milliards là, que ces PME disent, en fait, dont les PME disent avoir en fait besoin, il y a environ 705 milliards qui sont pour du financement que d'amorçage. Sébastien, tu en parlais tout à l'heure. Mais bon, ce que les PME aussi disent, quand on leur dit d'ouvrir leur capital, 91% de ces PME-là disent « ça ne nous intéresse pas ». Donc la majorité veulent recevoir des financements plutôt de type dette, plutôt de type en fait subvention, etc., qui sont moins compliqués à gérer, la première chose. Deuxième chose, ce qu'on mesure depuis le temps en fait a changé. Donc à l'époque, on voulait mesurer la création d'emplois, on voulait mesurer des éléments sur le genre, on voulait mesurer la qualité des produits. Aujourd'hui, on veut mesurer par exemple l'impact sur le climat. Nous, on a des PME dans notre portefeuille. Je vous donne un petit exemple. Une entreprise en fait au Nigeria qui a investi dans une technologie qui permet d'avoir des frigos qui marchent au solaire.
son marché, c'est les 35 millions de PME nigérianes qui ont besoin d'un réfrigérateur pour leur business. Dans les 35 millions de PME nigérianes qui ont besoin d'un réfrigérateur, 75% de ces PME-là sont dirigées par des femmes. Okay? En termes de tests d'impact, il n'y a pas mieux. Bon. Allez demander à cette PME-là de mesurer l'impact climat de chacun de ces réfrigérateurs-là. C'est compliqué. Jean-Louis, si vraiment tu sais comment faire... C'est pas à la PME de le mesurer. Non, bon, attends. Donc, du coup, mais attends, j'en viens. Donc, du coup, déjà, ce qu'on est en train de mesurer sur le temps se complique. Deuxième point. Troisième point, et les méthodologies qu'on utilise. Quand tu me parlais tout à l'heure du vaccin de Pfizer, c'est très intéressant pour moi parce que je me dis justement, est-ce que la mesure d'impact qu'on veut faire dans le cadre de PME, est-ce que c'est comparable à la mesure d'impact qu'on devrait faire pour créer des vaccins? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je me dis quand même qu'il faut que les méthodologies soient un peu en fait ajustées. Et je pense que le dernier point, on a différents leaders dans cette salle qui gèrent des fonds d'investissement. Il n'y a pas de budget pour la mesure d'impact. Donc, je ne sais pas si dans vos management fees, donc quand, en général, tout le monde va vous dire, écoutez, vos management fees sont trop élevés. C'est le message que vous avez certainement. Je ne sais pas dedans, là, combien est-ce qu'on vous permet de dépenser sur la mesure d'impact. Je sais que nous, dans ce qu'on fait, nous qui avons une équipe avec des économies, je ne sais pas trop quoi, même pour nous, c'est difficile. Donc, je me demande réellement de quoi est-ce qu'on parle ici et comment est-ce qu'on rend cette conversation-là un peu plus pratique. Donc, comment est-ce qu'on règle le problème? À mon avis, il nous faut un véritable changement de mentalité par rapport à toutes ces questions-là. Parce que je pense que tant qu'on va rester dans des construits assez théoriques et pas du tout pratiques, on ne va pas vraiment arriver à avoir des solutions qui nous permettent de réconcilier les besoins des PME, qui on sait peuvent changer les vies des Africains tous les jours, et ceux des investisseurs sans lesquels l'investissement d'impact n'est pas possible. Donc je vais m'arrêter là et je serai vraiment très très intéressé par les questions qui vont sortir et je nous souhaite des délibérations assez vigoureuses. Merci. Super, merci.